Massacre en Algérie, près de 200 personnes auraient été exécutées dans l'agglomération algéroise. Aéroport de Roissy, 2 nouvelles pistes autorisées malgré les protestations des riverains et des écologistes. Drogue douce, faut-il dépénaliser leur consommation? La polémique est relancée par le ministre de l'Environnement, Dominique Voynet. Impôts locaux, ils vont arriver, ils sont globalement en augmentation de 10 milliards de francs. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Algérie de nouveau frappée par un terrible carnage la nuit dernière dans un quartier de l'agglomération d'Alger. Un commando a massacré 85 civils selon les autorités, près de 200 selon d'autres sources. Ajoutez à cela plusieurs dizaines de blessés graves. Il y a 24 heures à peine, le Premier ministre algérien parlait encore de terrorisme résiduel et des islamistes comme d'une force du passé. Comment un commando peut-il s'infiltrer en pleine capitale étroitement surveillée? C'est bien la question qui est posée ce soir et à laquelle personne ne peut répondre. Jérôme Beny. Exceptionnellement, la télévision algérienne vient de diffuser le jour même ces images de Bentala dans le sud d'Alger, sous le choc de la tuerie la plus sauvage et la plus meurtrière depuis celle de Raïs il y a 3 semaines. Le bilan officiel est de 85 morts, mais sur place, on parle de 200 victimes, surtout des femmes et des enfants, tués à l'arme blanche ou brûlés vifs dans l'incendie de leur maison. On a entendu des cris, des hurlements, témoigne un vieillard. Il y a eu aussi des explosions de bombes. Le scénario du massacre fut le même la nuit dernière qu'à Raïs. Des hommes en uniforme militaire bouclent le secteur, bloquant les routes d'accès avec des mines, et l'extermination des habitants commence. Les forces de sécurité arriveront encore une fois trop tard. Dans cette région du sud d'Alger, que l'on surnomme maintenant le triangle de la mort, les habitants vivent dans l'angoisse, surtout à la fin du jour. En soirée et dans la nuit, c'est tous les jours la même chose depuis à peu près une dizaine de jours. La surveillance, les gens sur les toits, surtout dans les régions limitrophes d'Alger, les gens qui surveillent à tour de rôle pendant toute la nuit avec les moyens de fortune, en l'occurrence que ce soit des bâtons, des haches ou même des sortes d'épées que les gens ont façonnées eux-mêmes, ont fait eux-mêmes. Le porte-parole du Front islamique du salut vient de condamner cette tuerie qui intervient encore une fois dans l'un des fiefs du mouvement dissous. Les tueurs pourraient appartenir au GIA, les groupes islamiques armés. La population, elle, est l'otage de cette guerre civile. Ce soir, le décalage est frappant entre les autorités qui affirment semaine après semaine que la question du terrorisme est réglée et l'image de ces femmes abandonnées à leur douleur. En France, le gouvernement a finalement donné son feu vert à la construction de 2 nouvelles pistes sur l'aéroport de Roissy. Les écologistes et les riverains ont donc perdu leur combat, même si des engagements ont été pris pour atténuer les nuisances sonores. D'un autre côté, Air France va disposer d'un nouvel atout pour encore augmenter son trafic face à la concurrence étrangère. Valérie Gaget, Vincent Maillard. Philippe Vieillard s'est installé dans le vieux Goussainville en 1975, un an après la mise en service de l'aéroport de Roissy. Même à bon prix, il a refusé de vendre sa vieille demeure familiale aux aéroports de Paris. C'est ici qu'il veut vivre et pourtant il est sûr que la création de 2 nouvelles pistes provoquera plus de nuisances. Le doublement des pistes va permettre aux avions de décoller en continu sur Goussainville. Donc inexorablement le trafic pourrait augmenter tout au moins, puisque ces avions n'auront plus à laisser la piste libre pour permettre aux avions atterrissants de se poser sur la même piste. Dans le vieux Goussainville, 134 propriétaires, soit près de la moitié des habitants du quartier, ont préféré vendre leur maison aux aéroports de Paris après 1974. Depuis, elles sont restées murées. Mais la proximité de l'aéroport ne rebute pas tous les acheteurs. Ici, par exemple, dans la nouvelle ZAC des Demoiselles, les maisons neuves se vendent comme des petits pains. On est venu ici pour question aussi financière parce que bon, c'est vrai que c'est une région dont les terrains sont quand même moins chers que dans le sud. Donc on s'est rabattu sur Goussainville. Du côté d'Aéroport de Paris, on explique que l'ouverture de 2 nouvelles pistes ne se traduira pas forcément par une augmentation des nuisances sonores, car les avions sont de plus en plus silencieux. Voici par exemple le bruit à l'atterrissage d'un nouvel Airbus 330. De toute évidence, nettement plus discret que cet ancien modèle de Boeing 747. Mais quels que soient les progrès techniques accomplis, un problème essentiel demeure, celui de la répétition des vols.
Le trafic passager augmente d'environ 4% chaque année. Le silence est rompu désormais autour des affaires de bizutage dans les écoles. Un jeune Toulousain étudiant dans une faculté privée à Paris vient de porter plainte à la suite de violences. Sa famille a décidé de porter l'affaire en justice. Patrice Ramden, José Boulestex. Rue Notre-Dame-des-Champs à Paris, la FACO, une faculté privée. C'est ici que Julien, un étudiant, pénètre le 15 septembre dernier, jour de la rentrée. 48 heures plus tard, il fait ses bagages et porte plainte pour violence après un bizutage dont son avocat nous décrit les excès. Le médecin a noté l'ensemble des ecchymoses, l'ensemble de coups, l'ensemble de sévices qui figuraient sur tout le corps de ce garçon, en mettant les croix aux endroits où précisément il y avait du sang, où il y avait des coups, il y avait des ecchymoses, etc. La direction de la faculté reconnaît que les anciens élèves prennent en charge les nouveaux élèves au début de l'année scolaire. Mais elle brandit aussi son règlement intérieur qui condamne le bizutage et les brimades. Le lundi soir, je suis descendue en salle de sport, en effet, pour voir ce qu'il se passait. Avec le vice-doyen, nous sommes restés quelques minutes. Voilà ce que nous avons vu. Nous avons vu en effet que les étudiants faisaient des pompes, faisaient des tractions et récitaient des traditions. J'ai fait une enquête à l'interne. Nos étudiants de première année nous ont assuré qu'ils n'avaient jamais reçu ni coup ni blessure. Reste à savoir si l'autre enquête, celle qui est menée par les policiers, confirmera ou infirmera cette version. C'est encore Dominique Voynet, ministre de l'Environnement, qui déclenche une polémique après s'être déclaré dans un journal favorable à un débat sur la dépénalisation des drogues douces. Des réactions immédiates dans l'opposition. Chantal Kimerlin. Émietter un peu d'herbe, se rouler un pétard et le fumer, oui, même un ministre de la République l'a fait et le dit clair et net dans Charlie Hebdo. Vous avez déjà fumé des joints, Madame la Ministre? Oui. Vous en fumez toujours? Bien avant le ministre de l'Environnement, d'autres aujourd'hui au pouvoir ont avoué leur péché de jeunesse. Ça m'est arrivé une fois aux États-Unis. Avec Bill? Non, avec une jeune femme. Ah, bien, Lionel. Bien. Et puis je crois une fois en France, puis ça m'a paru pas avoir un intérêt décisif, donc j'en suis resté là. Bon. Est-ce à dire qu'avec la gauche au gouvernement, on ouvre à nouveau le débat sur la légalisation du cannabis? Dominique Voynet, fidèle au programme électoral des Verts, y est toujours favorable. Le ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, a rappelé dès dimanche qu'elle est prête à étudier le sujet. À droite, les réactions ne se sont pas faites attendre. Pour moi, Lionel Jospin doit immédiatement demander la démission de Madame Voynet. Devrait la convoquer en lui disant c'est pas possible, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je me demande si, après avoir connu la gauche caviar, on n'est pas en train de voir arriver la gauche pétard. Le Parti socialiste n'a toujours pas trouvé de consensus dans ses rangs sur la dépénalisation des drogues douces. Mais la reprise du débat pourrait bien venir du côté des Verts, qui montent au créneau pour prendre la défense de leur chef de file. On estime qu'il y a environ 7 millions de personnes qui fument de l'herbe régulièrement dans ce pays. Donc il serait peut-être temps de poser le débat médicalement, sérieusement, en dehors de la morale à papa, qui semble sière encore à quelques responsables politiques. Le cannabis reste le stupéfiant illicite le plus consommé en France. Il faudra attendre quelques semaines pour savoir si l'affaire du joint de Dominique Voynet est oui ou non un pétard mouillé. Jacques Chirac a terminé son voyage à Troyes. Il s'est présenté aujourd'hui comme le garant de la cohésion sociale en France. Ses déclarations d'hier concernant l'emploi, qui selon lui doit être essentiellement créé par les entreprises privées, ont fait réagir. Pour François Hollande, premier secrétaire du PS, ces propos présentent quelque incohérence. On ne peut pas, dit-il, se porter garant de la cohésion sociale et en même temps regretter qu'il y ait des créations d'emplois pour les jeunes. De son côté, Lionel Jospin, dans un message adressé au patron de la métallurgie, a proposé un nouveau pacte pour l'emploi, assurant que ce n'est pas contre les entreprises que l'on créera des emplois. Ouverture du capital de France Télécom, 2 millions d'actions sont donc mises à la disposition du grand public et les Français intéressés sont appelés dès aujourd'hui à passer leur commande. Elisabeth Esley, Laurent Bailly. On n'a pas lésiné sur les moyens pour vanter les mérites de France Télécom. Mais les actions, on les réserve de plus en plus par téléphone. Sur place, les clients sont rares, mais il y en a de particulièrement convaincus. Avec cette valeur, je peux peut-être prendre 1000. 1000 francs 1000 actions. C'est une affaire qui est bien gérée, qui gagne de l'argent et qui normalement devrait faire un bon parcours boursier. Et la fourchette de prix entre 165 et 185 francs l'action est jugée intéressante. Mais tous ne sont pas enthousiastes. Les actions, de toute façon, ça monte, ça descend.
C'est intéressant pour France Télécom et pour le gouvernement. Bon, il y a toujours un risque. Donc pour le moment, l'épargne est quand même limitée et il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais l'un dans l'autre, dans cette banque parisienne, le bilan de la première journée de réservation est positif. Une journée très dense. Nous avons eu un nombre d'appels important de nos clients qui s'intéressent à cette opération. Et puis nous-mêmes avons également contacté un grand nombre de nos clients qui avaient été destinataires d'un mailing précédemment et qui remportent également un franc succès dès cette première journée. Sans égaler le record de Paribas il y a 11 ans, France Télécom devrait convaincre 2 millions de petits porteurs. Dès à présent, un ménage sur 7 se déclare intéressé. Avant de passer à l'achat, on a jusqu'au 6 octobre pour réserver. Vous allez bientôt recevoir votre feuille d'impôts locaux. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Globalement, cette année, l'addition va augmenter de 10 milliards de francs. Voici une liste des principales villes en augmentation ou en baisse. Luc Bazizin, Philippe Deslandes. Beaucoup moins amusant, mais tout aussi concret que le jeu du Monopoly. Pour les impôts locaux, il faut également sortir les billets de banque du portefeuille. Et là aussi, toutes les cases ne coûtent pas le même prix. Mieux vaut habiter dans une commune rurale que dans une grande agglomération. En fait, dans les 36 villes de plus de 100 000 habitants, la cotisation augmente en moyenne cette année de 4,6%. Rares sont celles pour qui la hausse est supérieure à 5%. Seuls Rouen, Lille et Besançon sont dans ce cas, suivis de près par Strasbourg, Montpellier et Paris. D'autres tirent une meilleure carte puisque leur région se lance dans une baisse des taux d'imposition. C'est le cas de la Bourgogne, le Centre, la Champagne-Ardenne, le Languedoc-Roussillon, le Poitou-Charentes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette année, les contribuables vont devoir débourser près de 10 milliards de francs supplémentaires. Qui payera moins? Qui sera pénalisé? En fait, la réponse est donnée au cas par cas par les décisionnaires de cet impôt particulier, fixé à la fois par la ville, le département et la région. D'après la liste établie par le journal économique Les Échos, la ville où la taxe d'habitation est la plus chère est donc Nice. Les raisons sont diverses. Il y a bien sûr l'endettement de la municipalité, mais aussi des causes locales comme le nombre important de résidences secondaires et le nombre réduit en revanche d'entreprises qui versent la taxe professionnelle. Reportage Yasmina Farber, Didier Beaumont. Les premières feuilles d'automne des impôts locaux viennent de tomber dans les boîtes à lettres. Sophie Reed, propriétaire d'un appartement à Nice, constate déjà l'augmentation de sa taxe foncière. De 1,5% à peu près. Est-ce qu'à votre avis, la ville de Nice est une ville chère? Oui, plus chère que les autres villes de France, c'est sûr. Nice est effectivement la ville la plus chère de France, d'abord parce que la valeur locative de l'immobilier est plus élevée qu'ailleurs. Ce prix entre dans le calcul de l'imposition. Plus cher aussi, explique la municipalité, parce que le classement du journal Les Échos ne tient pas compte dans sa moyenne des résidences secondaires. Un logement sur 5 à Nice est une résidence secondaire. Et donc, quand on fait la statistique, on prend la recette des taxes d'habitation payées par les habitants plus les résidences secondaires, et au lieu de diviser par les habitants plus les résidences secondaires, on ne divise la somme totale que par les habitants, ce qui nous pénalise fortement. Mais le taux d'imposition reste élevé. Nice a besoin de rentrées fiscales pour combler sa dette, un héritage de l'ancien maire Jacques Médecin de 4,280 milliards de francs. Aujourd'hui, la taxe d'habitation rapporte 1/9 du budget de la ville. La pression fiscale sur les ménages est relativement plus forte qu'elle peut l'être ailleurs parce que justement la taxe professionnelle sur les entreprises n'a pas une part suffisante et donc c'est la taxe d'habitation et la taxe foncière qui représentent la plus grosse part des rentrées fiscales de la ville de Nice. Après les taxes foncières, les taxes d'habitation des Alpes-Maritimes sont en cours d'impression à la Trésorerie générale. Si cette nouvelle feuille d'impôt, à Nice comme ailleurs, fait trop mal à votre portefeuille, les services fiscaux préconisent de mensualiser les paiements. À l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre, le président des associations familiales a annoncé que le gouvernement allait relever les plafonds de revenus qui donnent droit aux allocations familiales, fixés initialement à 25 000 francs. Puis dans son édition de demain, le Canard enchaîné fait écho d'une enquête du juge Alphen sur l'affaire des fausses factures des HLM de Paris. Il aurait découvert une caisse noire de 50 millions de francs. Ces fonds auraient été déposés sur des comptes en Suisse ouverts par des personnes proches du RPR. À partir d'aujourd'hui, les pharmacies ont mis à disposition des clients le vaccin anti-grippe gratuit pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Une campagne annuelle qui a déjà prouvé son efficacité. Cette année, c'est Michel Galabru qui vante les mérites de la vaccination. Olivier Théron, Didier Beaumont. La grippe, on peut en mourir. Alors les projets, là, le vaccin protège efficacement
Moi, je me vaccine. C'est très bien la campagne. Pourquoi? Parce que nous allons avoir le vaccin. Donc c'est très bien et c'est nécessaire. Pourquoi? Et pourquoi? Pour éviter qu'on ait la grippe. On peut l'attraper quand même, mais beaucoup moins forte. La grippe tue. 80% des décès concernent les personnes âgées. Et si elle ne tue pas, elle peut atteindre gravement les personnes touchées. C'est un problème de santé publique. Plus de 5 millions de personnes de plus de 70 ans ou de personnes atteintes par des maladies de longue durée sont concernées par la campagne de vaccination gratuite. L'assurance maladie investit 205 millions de francs en achat de vaccins. Et en plus de sauver des vies, cette campagne permet aussi d'économiser de l'argent. Et compte tenu des chiffres que nous avons évoqués, 5 000 décès et 10 millions de personnes, il est évident que la grippe entraîne chaque année de très nombreux arrêts de travail qui, en termes purement économiques, entraîneraient une dépense largement supérieure à l'investissement réalisé par les caisses d'assurance maladie. Ce n'est pas toujours facile d'imposer un vaccin. Il y en a 8 sur le marché, il change d'une année sur l'autre, car le virus, lui, évolue. Entre 8 et 10 millions de personnes contractent la grippe chaque année. Aujourd'hui, le vaccin est en vente dans toutes les pharmacies. C'est l'occasion de faire appel à la sagesse populaire. L'opinion publique américaine est saisie d'un débat d'éthique médicale. Des médecins ont décidé de s'inoculer, avec les risques que cela comporte, un vaccin anti-sida comportant des germes du virus atténués mais bien vivants. Vincent de Guyenne, Dominique Merlin. Informés par Internet, des volontaires du monde entier se sont présentés. Pour l'heure, ils sont une cinquantaine, en parfaite santé, à vouloir tester le vaccin contre le sida, proposé par une association internationale de chercheurs. À 28 ans, ce médecin de Chicago sera de la partie. Nous pensons que plus que pour le vaccin anti-polio, plus que pour tout autre vaccin, le risque est à prendre. Je veux dire que le bénéfice l'emporte sur le risque. Mis au point par un chercheur de Boston, le vaccin a été élaboré à partir d'un virus vivant, au sein duquel on a effacé 4 éléments génétiques pour l'affaiblir. Un test réalisé sur des chimpanzés a donné des résultats encourageants. De là à faire des essais sur l'homme, il y a un pas que l'Institut américain de la santé ne souhaite pas franchir, pour le moment. Cela peut donner aux gens, au public, l'impression que si nous pratiquons des tests sur une poignée de volontaires et qu'à court terme, leur état s'améliore, on est tiré d'affaire. Et ce n'est pas le cas. Beaucoup de spécialistes dans le monde critiquent cette expérience qu'ils jugent dangereuse. Le virus, même affaibli, sera vivant. Et le sida n'évolue pas comme n'importe quel virus. D'abord, nous ne sommes pas sûrs qu'un tel virus n'est pas susceptible à long terme de donner des sida. Mais surtout, et c'est beaucoup plus important, ces virus se repliquent toute la vie, se multiplient toute la vie chez le receveur, et nous ne pouvons absolument pas prévoir quelle maladie il pourrait donner. Ce n'est le cas d'aucun autre virus. Quoi qu'il en soit, l'association de médecins à l'origine du test prend le risque. Elle a fait savoir qu'elle mènerait à bien ces expérimentations, et ce que le gouvernement américain soit d'accord ou pas. À Lyon, l'ancien PDG du groupe Panzani, mis en examen pour ne pas avoir parfaitement contrôlé l'origine des viandes entrant dans la composition de raviolis et de sauces. Les faits remontent à la crise de la vache folle en 1996. D'après la justice, la société n'a pas été en mesure de fournir des documents incontestables sur l'origine de cette viande. Les avocats du procès Papon ont pu visiter ce matin les locaux du tribunal de Bordeaux, spécialement aménagés pour le procès qui doit s'ouvrir le 8 octobre prochain. 115 témoins seront entendus, 38 parties civiles seront représentées. Quant à Maurice Papon, son avocat a déclaré qu'il serait présent à l'audience à condition de ne pas être incarcéré pendant toute la durée du procès. Enquête sur la mort de la princesse de Galles. Ce matin, des policiers et des gendarmes de la police scientifique se sont rendus sous le tunnel du pont de l'Alma à Paris pour y prélever des traces de peinture qui prouveraient ou non qu'une autre voiture se trouvait bien sous le tunnel au moment de l'accident du 30 septembre dernier. Le 9 août dernier, à l'occasion d'un meeting aérien à Ostende, en Belgique, souvenez-vous, un avion s'écrasait sur la foule, faisant 9 morts. Parmi eux, un père de famille français et sa fille. Plus d'un mois après, sa veuve et ses 2 enfants n'ont toujours pas touché de provision sur l'indemnisation due par les assurances belges. Anne Mourgue, Patrick Wurstorm. C'est la dernière photo de sa fille. Lindsay aurait dû avoir 2 ans le 8 octobre. Lors du meeting aérien, René Schrevel a également perdu son mari. C'était le 26 juillet à Ostende. Un avion de voltige s'écrase sur la foule. 2 mois après, les compagnies d'assurance ne l'ont toujours pas indemnisé, refusent même de verser des provisions. Bon, je pense qu'on est vite oublié. Et qu'ils ne devraient pas nous oublier comme ça parce qu'ils ont tué 10 personnes. Ce n'est pas de ma faute du tout. Ah, on va se promener. On était partis à 5.
Et voilà, je suis sortie de cet aéroport à 3. Vite oubliée, Renée a pourtant encore 3 enfants à charge. Sans travail, elle n'a plus que les allocations familiales pour faire vivre sa famille, 5 000 francs par mois. Son avocat s'étonne du silence des autorités flamandes. Le gouvernement flamand s'était engagé dès le lendemain de l'accident à indemniser les victimes. Et il devrait pouvoir exercer des pressions sur la compagnie d'assurance, d'autant que le gouvernement flamand est responsable en partie de l'accident survenu, puisque c'est lui qui devait autoriser le meeting. En Belgique, chacun se renvoie la balle. Le gouvernement flamand affirme qu'il cherche une solution, la compagnie d'assurance que l'indemnisation provisoire n'est pas de son ressort. Les victimes ne doivent connaître que la région flamande qui, elle, est obligée légalement d'indemniser la victime, quels que soient les responsables. Épaulée au début par les autorités flamandes, Renée se sent aujourd'hui isolée. Mais ils croient que bon, je les ai enterrés, puis c'est fini. Que ça y est, c'est terminé. Ils ont été bien gentils avec nous au début, et puis maintenant, ils ont dit, bon, c'est bien comme ça. Mais c'est pas terminé. Hein. Parce que leur mort, moi, je pourrais jamais oublier tout ça. Puis maintenant, j'ai plus mon mari, puis plus ma fille. Hein. Renée se bat maintenant pour ses 3 enfants, mais devant les difficultés, elle redoute que la procédure soit encore longue. Si tout va bien, c'est à 20h58 très exactement, heure de Paris, que s'envolera ce soir la 100e fusée Ariane de la base de Kourou en Guyane. Aujourd'hui, le lanceur européen est connu, voire reconnu, mais au début, l'initiative française avait soulevé quelques colibets qui en fait masquaient la peur de la concurrence de la part des Américains. Romuald Bonan, Pierre Moscovici. Des banderoles pour marquer un jour pas comme les autres, un 100e lancement et avec toute la fierté de participer à une grande réussite spatiale européenne. En 18 ans, la mise en orbite de 135 satellites, des contrats estimés à 72 milliards de francs et seulement 7 échecs de lancement. Mais en décembre 1979, lors du décompte du premier vol, l'enthousiasme était beaucoup plus mesuré. Les moteurs s'étaient bien allumés, mais Ariane 1 ne voulut pas décoller, départ repoussé 10 jours plus tard, 24 décembre 1979, avec l'angoisse de l'échec. On était assez tendu pendant cette chrono. À la dernière minute, on n'avait presque plus d'hydrogène, d'oxygène quand on a tiré. Puis là, la surprise, le vol qui se déroule bien de bout en bout, et puis la joie. C'est un moment extraordinaire. Car à l'époque, les Européens avaient encore en tête l'échec du programme Europa, le tout premier lanceur européen. Les Américains, eux, profitaient de leur monopole dans la conquête spatiale. Ils acceptaient bien de lancer des satellites scientifiques européens, mais pas du tout les commerciaux, pour raison de concurrence. Les Américains n'avaient pas l'impression que nous allions faire un programme révolutionnaire commercialement, et ils auraient préféré que l'argent qu'on mettait dans Ariane vienne dans les programmes américains, et tout spécialement dans la navette. De la méfiance en fait, plus que du scepticisme pour ce programme Ariane. Pour preuve, la présence de navires espions américains au large de la Guyane lors de ce premier vol pour capter les ondes radio entre le pas de tir et le lanceur. Et ils avaient raison de se méfier, les Américains. Après ces versions successives, Ariane l'européenne rafle aujourd'hui 60% du marché mondial de lancement de satellites. En bref, à Belfast, début difficile des négociations entre les différentes factions catholiques et protestantes. Pour la première fois depuis 1921, les républicains catholiques du Sinn Féin se sont assis à la même table que les protestants unionistes, mais ces derniers ont immédiatement quitté la salle pour protester contre la présence du Sinn Féin qui représente l'aile politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Les habitants d'une partie de la Malaisie en danger en raison d'un incendie gigantesque dans des plantations. La fumée a envahi toute une région, l'état d'urgence a été déclaré, les aéroports fermés par manque de visibilité, les écoles également fermées. Chacun est appelé lorsqu'il le peut à ne pas sortir de son domicile. Bernard Lebrun. Soleil voilé, pas de visibilité. Les avions bombardiers d'eau sont cloués au sol et pendant ce temps, la forêt tropicale se consume. Une semaine que cela dure, une semaine que les vents poussent de Bornéo et Sumatra d'immenses nuages de fumée vers Jakarta, la capitale indonésienne, et Kuala Lumpur, en Malaisie. Depuis hier, les écoles de ces villes gigantesques portent des masques, car cette fumée, mêlée à la pollution ordinaire, sont jugées très nocives. Selon les scientifiques, une journée dans cette atmosphère revient à fumer 20 cigarettes. Cela fait beaucoup pour des enfants.
L'alerte a été donnée dans toute l'Asie du Sud-Est, de Singapour aux Philippines. Car en plus d'une île de 2 millions d'habitants menacée par l'incendie, ce sont plusieurs dizaines de millions de personnes de la région dont les poumons sont jugés en danger. Les cancérologues l'affirment, la fumée issue de la combustion du bois est 12 fois plus dangereuse que la fumée du tabac. Ce soir, un appel à l'aide internationale a été lancé pour ces habitants de Sarawak, dans l'île de Bornéo. Retour en France. Demain, lors de la présentation du budget, le gouvernement annoncera une augmentation des crédits du ministère de la Justice, en partie destinée à la réfection des locaux. Et dans certains cas, ce ne sera pas du luxe. Exemple à Rodez, où la justice a dû sortir de son palais. Christophe Larocca, Gilles Béruzan. À Rodez, si vous réclamez justice, inutile de vous rendre au vieux palais qui trône en centre-ville. Depuis près d'un an, ces grilles sont fermées. Le palais a été abandonné par ses occupants. Ce tribunal se trouvait surtout dans un état, si on peut dire, critique au niveau des plafonds, puisque nous avons donc 3 plafonds qui se sont écroulés, un donc dans le commerce, un au juge des enfants et un au niveau des archives l'état civil du greffe en juin 1996. L'avis de la commission de sécurité est formel, le palais est vétuste et dangereux. En toute urgence, les magistrats ont donc dû se replier dans cette vieille auberge à 5 km du centre-ville. Jean-Luc Doms est le tout nouveau président de ce tribunal, le seul en France à régner sur une juridiction de 23 chambres, toutes avec salle de bain. Ce bureau a été dans le passé effectivement une ancienne chambre à coucher comme les bureaux et les autres bureaux de ce tribunal. Ils ont tous été aménagés de façon à pouvoir y travailler avec sérénité, avec dignité, de façon à continuer à faire fonctionner le service public de la justice. Seul inconvénient majeur, aux yeux du président Doms, l'éloignement pour les justiciables. Car sinon, la justice a su remarquablement s'adapter. C'est vrai qu'il y a quelques particularités, puisque nous sommes ici dans l'ancien boudoir et salle de restaurant de cette auberge, et que nous sommes dans c'est assez rare pour les avocats de plaider et de se voir plaider. Puisque le mur est entièrement couvert de ce miroir fumé magnifique. Bien sûr, la situation de Rodez reste exceptionnelle. Il faudra encore 2 ans pour retrouver de nouveaux locaux. Jusque-là, pour la cour d'assises, ce sera à droite l'ancienne bergerie, juste derrière la grange. Rugby Coupe d'Europe. Après les bagarres du match Brive-Pontypridd, l'équipe française et l'équipe anglaise ont été renvoyées dos à dos. 300 000 francs d'amende chacune. Le match retour aura bien lieu samedi en Grande-Bretagne. Les responsables du rugby européen n'ont pas voulu tenir compte des violences des joueurs anglais après match dans un bar de la ville. À Brive, on se dit écœuré, et notamment le président du club, Patrick Sébastien. François Brabant. Philippe Carbonneau va mieux. Il était aux premières loges de la bagarre il y a 10 jours, alors forcément ce matin, on l'attendait. J'ai jamais eu autant de caméras. T'as vu ça, c'est impressionnant. Pas une question de On l'attendait pour commenter les sanctions prises par les dirigeants européens du rugby. 300 000 francs d'amende pour les Gallois de Pontypridd, la même chose pour le CA Brive, et au CA Brive, on comprend mal. Encore une fois, on s'aperçoit que les anglo-saxons restent entre eux, et si c'était nous qui avons cassé quelque chose chez eux, là-bas, on aurait peut-être pris une sanction plus grave, quoi. Bon, tu te fais agresser, donc tu payes, c'est normal. Donc je suis désabusé un peu, je sais. Au Toulzac, le fameux bar dévasté dans la bagarre d'après-match, on a aussi du mal à comprendre. D'ailleurs, au comptoir, on flaire le complot. Qui prennent la décision contre nous, je vois pas pourquoi. Hein. Les Britanniques se sont plus avantagés avec les Français au niveau européen, je pense, au niveau décision mondiale, au niveau du rugby. Donc je crois qu'on partait pas avec des points d'avance. Et puis résultat des courses, on n'aura toujours pas de points d'avance là. Hein. Quoi qu'il en soit, le match retour est maintenu pour samedi. Et les joueurs de Brive le joueront, même s'ils avouent s'y rendre avec une petite appréhension. Ils ont le droit de recevoir des coups, mais ils n'ont pas le droit de les rendre. Et ça, c'est la vraie appréhension. Parce que n'importe quoi peut déclencher n'importe quoi. Pas de la part des joueurs, mais de la part des supporters. Quand tu vas avoir 8000 ou 9000 Gallois, il suffit qu'il y ait une erreur d'arbitrage, il suffit qu'il y ait un coup de travers pour que ça dégénère très facilement. Donc moi, je demande aux dirigeants et aux instances dirigeantes qui ont pris cette décision de nous envoyer là-bas, de faire tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucun débordement et qu'il n'y ait aucun risque pour la santé et des joueurs et des gens qui vont les accompagner. Mon apparition dans le rugby va se terminer très bientôt. Parce que le système est indéboulonnable et parce que c'est pas la place, effectivement, c'est peut-être pas la place d'un saltimbanque. Pontypridd Brive, c'est pour samedi, puissent les artistes et les saltimbanques gagner cette partie. Entre spectacle et politique, le groupe de rock irlandais U2 est ce soir en concert à Sarajevo. Le concert se déroule devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs de toutes les communautés bosniaques. Éric Lemasson, Hervé Pozzo.
Même à Sarajevo, des rockstars restent des rockstars. Un jet privé aux couleurs du groupe, une nuée de curieux, même si les curieux sur l'aéroport de Sarajevo portent l'uniforme de l'ASFOR. Le groupe U2 l'avait promis aux jeunes de Sarajevo, ils viendraient chanter ici dès que possible. Le fait que l'on vienne ici pour donner non pas juste un concert, mais vraiment le même concert qu'à Paris, New York ou Londres, c'est le symbole pour les habitants de Sarajevo que la vie redevient normale. C'est vrai qu'il y avait bien longtemps que ce train en provenance de Mostar n'était pas entré en gare de Sarajevo avec autant de légèreté. À bord, des Croates, des Slovènes, des Bosniaques. Point commun, ils ont 20 ans et ils courent vers un même rendez-vous, un concert de rock, comme partout ailleurs en Europe. C'est cool. Le langage est celui de leur âge. Voilà qui est nouveau dans cette ville où les jeunes ont mûri plus vite qu'ailleurs. Au stade Koševo, ce soir, le groupe U2 sera accueilli en héros. Car ils ne furent pas nombreux à militer activement, comme ils l'ont fait depuis des années, contre la guerre en Bosnie. Les 4 de U2 sont irlandais. Les communautés qui se déchirent, ils connaissent. Je suis sûr que les 500 jeunes serbes de Bosnie qui viennent au concert seront là pour que l'on soit ensemble. Ils pensent que c'est bien pour nous tous de la jeune génération de montrer que nous sommes prêts à vivre ensemble. Évidemment, cette normalité dont tout le monde parle, ce n'est pas pour demain. Les vieux réflexes ne sont pas oubliés et ce soir, à l'entrée du concert, les militaires de la force internationale, tout comme leurs collègues bosniaques, étaient encore un peu nerveux. Là, on ne peut pas encore entrer. De toute façon, à Sarajevo, rien commence à l'heure. Ce sera comme une frontière dans le temps. On parlera d'un avant U2 et d'un après U2 à Sarajevo. Quoi de plus normal pour un jeune Parisien que de se rendre de temps en temps à un concert de rock? Quand on a 20 ans à Sarajevo, ce premier concert, le premier depuis la fin de la guerre, est beaucoup plus qu'un événement. C'est le premier pas peut-être vers une vie normale, dans une ville redevenue normale. À Paris, le festival de danse s'est ouvert hier soir au Théâtre des Champs-Élysées. Soirée de gala exceptionnelle donnée par la compagnie de Maurice Béjart. Sur scène, Michael Baryshnikov et Sylvie Guilhem. Georges Bégou, Delphine Le Gouef. Toutes perles au vent, le tout Paris au Théâtre des Champs-Élysées, où Maurice Béjart et le Ballet de Lausanne se sont installés en ouverture du festival de danse de la ville de Paris. Soirée de gala oblige, 2 stars mondiales sont au rendez-vous et par la magie de Béjart, l'étoile classique Baryshnikov devient un étonnant rocker. Autre création mondiale, celle de Sylvie Guilhem, qui danse le tango de toute sa grâce au cœur d'un cube de métal. Mais que représente ce cube ? C'est mon partenaire, alors c'est une cage une fois, c'est un homme une deuxième fois, c'est un deuxième homme, ça varie selon ce que j'ai envie d'exprimer, ce qui me passe par la tête. C'est plutôt l'histoire d'une femme, l'histoire de l'Argentine, l'histoire d'une femme et ses racines, oui, c'est une suite sur un tango. En fin de soirée, Maurice Béjart rend hommage à son ami le grand couturier Gianni Versace, récemment disparu, et qui avait créé pour lui des costumes féeriques. Naomi Campbell, mannequin préférée de Versace, est venue se joindre à la troupe pour le salut final.
Encore un détour en France par la forêt des Ardennes où une vaste opération héliportée a été déclenchée ce matin. Pourquoi? Eh bien pour vacciner les renards contre la rage. À terre, de nombreux moyens ont également été mobilisés. Frédéric Dupuis, Frédéric Bazille. Pour débusquer le renard, il faut se lever tôt et le chercher là où il se trouve, dans les lisières. Le goupil est rusé et n'aime pas se montrer, alors, pour vacciner la bête contre la rage, on emploie les grands moyens. La pâte à vaccin, encore congelée, est chargée dans 2 hélicoptères. Pilotes expérimentés et vétérinaires sont réquisitionnés pour une opération d'un budget de 20 millions de francs. Les opérations de vaccination des renards contre la rage nécessitent de grands moyens, tout simplement parce que nous avons une grande superficie du territoire français à vacciner. Donc on a besoin du vecteur aérien pour couvrir de grandes zones. Vecteur aérien, ça veut dire des hélicoptères qui permettent de larguer des vaccins à destination des renards sur le terrain. Toute la journée, les hélicoptères écureuils larguent une pluie de capsules vaccinantes. Les cibles, la lisière des bois, mais aussi les jardins des particuliers. La pâte enduite de graisse animale et de farine de poisson est appréciée des renards. À l'intérieur du vaccin, c'est une enveloppe en plastique à l'intérieur de laquelle se trouve le vaccin. C'est une souche vaccinale qui n'est pas propre à proprement parler au renard, mais qui est absolument inoffensive à la fois pour l'homme et pour les autres animaux sauvages. Et ça marche. Grâce à cette opération, aucun cas de rage animale n'a été décelé en France depuis 1 an. L'homme, cette fois, a été plus rusé que le renard. Voilà, dans un instant, la météo Sophie Davant. Dernier journal, Florence Duprat, aux alentours de 11h25. Demain, aux 4 vérités, à 7h50, Françoise Laborde recevra Michel Charasse, l'ancien ministre du Budget. À 13h, vous retrouverez Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.